Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au site numéro 31, nous sommes le 18 décembre 2017. Et avant de vous laisser aborder un sujet qui vous tient à cœur, je voulais quand même mettre les points sur les i quant aux conditions dans lesquelles on enregistre ce site rep. Ça a commencé déjà depuis un certain temps, mais ça continue de plus belle. C'est que nous sommes, mais vous particulièrement, êtes systématiquement l'objet d'attaques informatiques. C'est la raison pour laquelle l'image est moins bonne que d'habitude, c'est parce que vous utilisez un autre vecteur que votre vecteur habituel de transmission d'informations, et donc un autre appareil, et ce qui fait que, évidemment, nous nous excusons par avance des difficultés, des problèmes techniques qui seront liés à ça, hein, à l'utilisation de l'appareil, aux conditions dans lesquelles on utilise nos appareils réciproques, n'est-ce pas? Ouais. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus pour expliquer que plus le temps passe et plus ça devient difficile de faire des sites rep, de faire de l'information alternative. Il semblerait que des officines ou des gens dans certains gouvernements, probablement même, hein, des services de renseignement ou je ne sais quoi, essayent par tous les moyens possibles de nous empêcher de faire de l'information alternative. Donc je suppose que si ils avaient quelque chose à dire, ils le diraient officiellement. Ce genre de méthode et surtout le fait de gens qui se savent, je dirais, dans le mauvais camp et qui essayent de faire taire le camp adverse qui lui a des choses à dire, c'est-à-dire vous-même. Voilà, Essar, je vous laisse continuer et surtout aborder le premier sujet qui vous tient à cœur, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la situation en Palestine. Issu des déclarations stupéfiantes du président américain Trump à propos du statut de Jérusalem. Absolument. Alors, d'abord, effectivement, Trump a commis, je peux dire, la provocation ultime, en fait, aussi bien du peuple palestinien que de l'ensemble du monde musulman et chrétien, par la déclaration de Jérusalem étant en fait et par sa volonté de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, qu'il considère et qui doit être, selon lui, la capitale de l'État d'occupation et sioniste. Hein. Bien sûr, c'était une provocation très très importante de toute la population, de tous les peuples musulmans, de tous les chrétiens du monde, puisque Jérusalem est une ville sainte pour ces religions, pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, mais aussi l'église de la Nativité, Al-Aqsa est aussi très important, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Du coup, donc, il y a eu une levée de bouclier, je peux dire, générale des peuples. Donc, d'une part, pour le soutien de la lutte du peuple palestinien dans le monde entier, qui affirme que Jérusalem est palestinienne et arabe et palestinienne, et elle restera arabe et palestinienne. Pour les chrétiens et pour les musulmans, qu'il est hors de question qu'on dise que c'est sous le contrôle de l'État sioniste. C'est complètement contraire à toutes les décisions de l'ONU qui ont déjà eu lieu sur la question de la Palestine, déjà à l'ONU. Et c'est une violation, en fait, même des règles de l'occupation, puisque Jérusalem, comme toute la Palestine, est un pays occupé et que l'occupant doit veiller à ce que les pratiques religieuses, à ce que tout le monde puisse y vivre correctement. Et le premier droit, c'est le droit des pratiques religieuses en toute liberté. Donc, en fait, ça, c'est important. Je voudrais saluer la lutte des Palestiniens, la lutte de tous les peuples. Donc, je voudrais dire aussi bien dans toutes les capitales et dans toutes les villes arabes, en fait,
Et là, ça donne une idée de la sensibilité des peuples arabes à cette question. Dans toutes les villes arabes, il y a eu de très grandes manifestations, de très grandes protestations par rapport à cette décision. Il y a eu aussi dans le monde musulman et chrétien aussi beaucoup de manifestations, où tout le monde brandissait le drapeau syrien, brûlait le drapeau américain et le drapeau sioniste. Les gens se sont solidarisés avec la Palestine et avec les Palestiniens. Donc depuis dans le monde entier, il y a eu de très grandes manifestations. Je rappelle aussi à Paris, de grandes manifestations en Espagne, de grandes manifestations même à New York, aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis. Il y a eu, bien entendu, des grandes manifestations dans toutes les villes en Syrie. Si je peux parler des pays arabes, en Syrie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, partout, même au Yémen, les Yéménites qui vivent eux-mêmes sous les bombes et qui sont aussi dans des conditions qui sont très difficiles, ils ont quand même pu penser du plus profond de leur peine et leur souffrance, ils ont pensé à la Palestine, qui est leur boussole pour toujours, et qui est vraiment l'objectif principal de toutes les luttes des peuples arabes. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut saluer, que nous saluons, nous saluons tous ces pays. Donc il y a eu aussi différents sommets qui se sont réunis à propos de ceci, notamment le sommet de la Ligue arabe. Même l'Arabie saoudite s'est vue obligée de déplorer cette décision de Trump, alors qu'on sait que la connivence de l'Arabie saoudite avec Israël, elle est de plus en plus évidente et de plus en plus ouverte, de toute façon. Avant, ils se cachaient pour le faire. Maintenant, c'est ouvert. Il y a eu l'abjection de la visite d'une délégation de Bahreïn à Jérusalem pour normaliser ses relations avec Israël et pour dire nous soutenons cette position qui a été d'ailleurs très violemment dénoncée par la population de Bahreïn. Aussi disant qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes et ils représentent le gouvernement bahreïni qui, effectivement, normalise tous ses rapports de plus en plus avec Israël, chose qui est tout à fait contraire à toute la volonté du peuple. Il y a eu, bien sûr, de grandes manifestations en Iran et une réunion au sommet, en fait, des sommets musulmans en Iran et une autre en Turquie. Donc en Iran, ça a été un appel de tous les musulmans à s'unifier et à unifier leurs rapports, à unir leurs relations et leurs efforts plutôt pour la libération de la Palestine, qui est l'objectif déclaré en fait du front de la résistance, chose qui a été aussi donc relayé par tous les peuples de la région, et je dirais ce front de la résistance ayant gagné et ayant été victorieux en Syrie et en Irak dans la contre les terroristes, en faisant échec à Daesh, dans la lutte contre le terrorisme, et faisant échec à Daesh, à Nusra et à tous les plans israélo-américains de fractionnement de la Syrie, de fractionnement de l'Irak, etc. Donc cette victoire renforce le front de la résistance et permet d'aller aujourd'hui d'aller dans l'offensive
contre l'occupation israélienne et contre toutes ces provocations israéliennes et toutes ces tergiversations et ces, comment dire, donc cette agitation israélienne contre le peuple palestinien et américaine, israélienne et américaine. Je tiens quand même aussi à dire que même au sein de l'administration américaine, il y a eu même au sein de l'administration américaine, il y a eu Kerry qui a pris des positions contre cette position de Trump, il y a eu l'administration profonde des États-Unis qui disaient, certains disaient que de toute façon c'est une erreur fondamentale que Trump est en train de faire. Donc voilà. Maintenant, mon analyse, je peux dire, ça a été quelque chose de très négatif, mais ça a réveillé les peuples arabes et c'est très positif que ça a réveillé cet objectif, ça a remis la boussole au bon point, au bon lieu et sur le vrai objectif, hein, qui est la libération de la Palestine, qui est la Palestine aussi, alors que les États-Unis et les Israéliens ont voulu, et par ce printemps arabe, entre guillemets, faire en sorte que les peuples de la région s'entretuent entre eux, que ce soit pour des causes confessionnelles, pour des causes je sais pas quoi, et en envoyant des terroristes qui prétendent qu'ils sont là pour l'islam, pour la défense de l'islam. Oui, diviser pour mieux régner. Voilà, exactement, mais on n'a pas vu une seule attaque de ceux qui lèvent la bannière La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas une seule attaque contre Israël et toutes leurs attaques ont été dirigées contre les pays qui luttent contre le sionisme en fait. Et donc tout ça, ça a été pour moi quelque chose de positif dans le réveil de la conscience arabe dans la région. Donc ça, c'est un premier point. Je voudrais dire aussi que la colère des peuples a été aussi à son apogée et c'est toujours l'objectif, c'est de pouvoir traduire cette colère en faits concrets qui vont dans le sens de du soutien à la lutte du peuple palestinien, de l'aide réelle pour qu'il arrive à la libération de la Palestine et à l'indépendance de leur pays. Donc, mais si vous me permettez une petite parenthèse, on a eu les déclarations du très dangereux ministre Lieberman, israélien, sioniste, qui soi-disant attend que les missiles arrêtent de pleuvoir sur Israël à partir de Gaza pour voir quel est le comportement si le Hamas allait renoncer à ses méthodes, etc., etc. Connaissant Lieberman, qui est un type d'extrême droite, ça veut plutôt dire on fait semblant d'attendre que ça s'arrête, mais en fait on aimerait bien que ça continue parce que comme ça dans une semaine on va déclencher peut-être un autre plomb durci, pour faire référence à cette opération sioniste qui a fait une énorme quantité de victimes civiles à Gaza en 2008. D'ailleurs, oui, vous faites bien d'en parler, puisque de toute façon, il y a eu des bombardements sur Gaza. Les bombardements ont été intensifiés sur le Yémen et des bombardements sur Gaza israéliens aussi, qui ont eu lieu la semaine dernière. Ceci sans oublier toute la répression hyper violente contre tous les Palestiniens qui manifestent à juste titre pour la défense de leur ville,
les maisons détruites sur la tête des gens, de leurs habitants, les jeunes et les étudiants qui ont été tués à bout portant parce qu'ils manifestaient pour Jérusalem et pour la Palestine et pour la libération de la Palestine. Aujourd'hui même, hier, il y a une jeune étudiante qui a été tuée aussi à bout portant alors qu'il s'était en train de fouiller son sac et il a hurlé, il a montré son sac qu'il n'avait rien, etc. Mais ils l'ont tiré à bout portant. Enfin, tous ces événements absolument incroyables, toutes ces tueries de masse, hein, et cette répression de masse ne fait quand même que augmenter la rage des Palestiniens et leur volonté et leur détermination à aller de l'avant vers la libération totale de leur pays. Ceci dit, poussant aussi bien l'administration palestinienne que les différentes organisations palestiniennes qui se sont liées les pieds et les mains dans les accords dits d'Oslo, Oui. ou les 10 accords d'Oslo, alors que ce ne sont pas des accords, c'est un diktat sioniste qui a été imposé et qui donne beaucoup de droits à l'État d'Israël et qui donne beaucoup et surtout qui empêche toute réaction contre l'occupant de la part de la population. Donc là, je pense que on va quand même vers la dénonciation réelle la dénonciation enfin de ces accords qui étaient en réalité qui n'étaient qu'une chimère pour les Palestiniens et qui en réalité n'étaient qu'un représentatif, je dirais, de l'ensemble de la volonté israélienne et de l'occupant finalement. Donc, j'espère qu'on va vers la dénonciation de ces accords et que le mouvement palestinien va reprendre son envergure réelle pour une Palestine indépendante et démocratique et laïque. Voilà. Donc, tout le mouvement de soutien s'est amplifié dans le monde entier et c'est une bonne chose que même les pays européens se sont désolidarisés de Trump. Ça, c'est une bonne chose aussi. Une deuxième bonne chose, parce que la première a été le fait que Trump voulait dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. L'Europe s'est désolidarisée de lui aussi à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on peut espérer que peu à peu l'Europe puisse s'éloigner du diktat américain, ce qui est peut-être trop espéré. Oui, je pense, oui, hélas. Voilà, mais il y a vraiment un conflit d'intérêts entre les deux. Voilà, donc là-dessus, on peut dire la lutte continue jusqu'à la victoire en Palestine. Et bravo au peuple palestinien, bravo aux peuples qui soutiennent les peuples palestiniens, les peuples arabes et tous les peuples du monde qui soutiennent aussi le peuple palestinien car ils luttent pour la liberté et pour l'autodétermination. Et c'est un droit élémentaire des peuples. Hein. Et c'est ça le respect de la Charte des Nations Unies. Voilà. On a le même problème, on a le même souci, hein, sérieusement grave, hein, en Syrie, parce que vous nous avez dit juste avant le démarrage du CITREP que eh bien, les missiles et les obus continuaient de pleuvoir sur vos têtes, hein, que ce soit peut-être même à Damas récemment, mais apparemment à Alep. Oui, en fait, l'agression
des terroristes se fait de plus en plus forte contre les populations civiles. À chaque fois qu'ils essuient de graves échecs face à l'armée syrienne, ils se vengent sur les civils. Donc, effectivement, depuis 2-3 semaines, il pleut des missiles sur nos têtes à Damas, effectivement, à Homs, à Alep, à Hama aussi, il y a eu, et à Deir Zour, il y a eu aussi des attaques contre la population civile, mais pas des attaques, en fait, soit des voitures piégées, soit des missiles qui sont balancés à distance, des missiles et des balles de mortier, des boules de mortier. Ceci dit, ils ont essuyé de très graves échecs. Oui. La libération de Deir Zour a été un très gros point, un point important quand même d'inflexion, je peux dire, dans la marche de cette agression contre la Syrie. Un point d'inflexion qui fait que la débandade a commencé chez Daesh, leurs équipes se sont s'enfuient, et en fait la libération de Deir Zour, puis d'Al Mayadine, puis de Abu Kamal, et après, peu de temps après, des villes qui sont entre Abu Kamal et Al Mayadine, a fait que les forces de Daesh se sont enfuies en fait vers l'est de l'Euphrate, aidés parfaitement par les Américains qui venaient les repêcher. Ouais. Et les hélicoptères américains venaient les repêcher et sauver les dirigeants. Manifestement, ce sont les dirigeants étrangers, donc qu'ils ont entraînés et qui dirigent. Ils sont tous étrangers, donc ils sauvent les étrangers et les autres ils les laissent. Ils les ont amenés à l'est de l'Euphrate, à Raqqa. Donc là on peut dire. Je reviendrai sur la question, en fait, qu'est-ce qu'ils en ont fait, puisqu'ils sont en train de fabriquer, je dis bien, parce que c'est vraiment, on change les gens, on change la bannière et on les habille autrement. Ceux qui ont des barbes, ils brassent leurs barbes et ils deviennent imberbes et ils deviennent autre chose. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont en train de confectionner la nouvelle, ils appellent ça l'armée syrienne nouvelle. Donc avec les forces de Qassad, c'est donc les forces dites démocratiques, dites syriennes, avec les forces de l'armée syrienne libre, et maintenant ils fabriquent avec tout ça, et leurs dirigeants américains, ils fabriquent l'armée syrienne nouvelle. Donc manifestement, il y a des personnes de cette armée syrienne nouvelle qui vont être envoyées et qui sont envoyés dans la route de Damas, en fait, donc dans la banlieue de Damas, où aussi les terroristes sont en train d'essuyer de graves échecs, je peux dire, face à l'armée arabe syrienne. Et puis voilà, bon, les Américains sont aussi intervenus pour empêcher et entraver, outre le fait d'entraver l'action de l'armée syrienne lorsque l'armée syrienne était en train de libérer la ville d'Abu Kamal, la ville d'Al Mayadine et puis les villages qui sont entre les deux sur l'Euphrate, mais aussi lorsqu'il y avait une avancée sur le désert et l'armée syrienne nettoyait l'ensemble des poches du désert des terroristes, donc l'armée de la coalition et l'armée américaine, l'aviation entravait l'avancée de l'armée syrienne, mais ça n'a pas fait d'effet puisque l'armée syrienne a quand même gagné cette bataille, mais là, en ce qui concerne l'est de l'Euphrate, l'armée
américaine, où l'aviation américaine et l'aviation de la coalition faisaient tout pour empêcher le fait que l'aviation russe ne puisse bombarder les bases de Daesh qui se trouvent à l'est de l'Euphrate, oui. donc entre l'Euphrate et la ville de Hasakeh et vers le nord la ville de Raqqa. Alors, si vous me permettez une autre parenthèse, Essar, avant de vous laisser continuer, mais pour renchérir dans ce que vous disiez, il faut noter quand même l'extrême arrogance américaine. Hein, il faut rappeler que les forces américaines ne sont pas invitées, contrairement aux forces russes, forces iraniennes et à la résistance libanaise. Les forces américaines ne sont pas invitées, elles n'ont pas été autorisées à venir en Syrie, et ça les empêche pas d'avoir constitué des bases aériennes essentiellement, des bases militaires, et de menacer constamment l'armée syrienne de frappe, comme à Al-Tenf par exemple, plus au sud. Donc ils n'ont pas hésité, ces Américains, à envoyer un des fleurons de l'aviation américaine, c'est-à-dire le F-22 Raptor, pour essayer d'entraver le bombardement effectué par les chasseurs bombardiers Sukhoi 25, qui sont spécialisés dans les frappes au sol, et d'utiliser tous les artifices, c'est-à-dire des lancements de fumigènes au phosphore pour perturber les bombardements, y compris même pendant les moments où cette aviation russe protégeait en fait un convoi humanitaire. Et on a même eu les Américains qui sont allés protester en disant que l'aviation russe mettait en danger les aviateurs américains dans le ciel syrien, pas le ciel irakien. Donc on est bien dans le cadre d'un comportement arrogant par définition, qui expliquait que les distances de sécurité ne sont pas respectées selon eux, et que les Russes devraient respecter ces distances de sécurité sous peine d'incidents graves. Alors quand on a des provocations américaines contre l'aviation russe, cette provocation a même été jusqu'à la dénonciation carrément, c'est-à-dire les Américains ont averti qu'ils avaient intercepté des avions russes dans la partie syrienne qu'ils estiment être leur zone d'exclusion aérienne. On en est là, c'est très grave, c'est très grave, ce comportement est très dangereux, et ce que vous avez dit sur la reconstitution de forces terroristes sous l'égide des Américains à Al-Asakeh, ou à proximité d'Al-Asakeh plutôt, ça rajoute en fait de la menace que les Russes d'ailleurs ont quand même souligné en envoyant un avertissement pas spécialement extrêmement clair, mais en tout cas relativement simple à comprendre à l'adresse des Américains, de pas considérer que comme les forces russes ont évacué une partie de leur équipement et de leur personnel, que ça voulait dire que Moscou abandonnait Damas à son sort. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la Syrie, comme la Russie, à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, en fait, ont déclaré que de toute façon, cette présence américaine est illégale, de la même manière que la coalition. Elle est illégale en Syrie. Ça constitue une agression, qu'il faut qu'ils partent immédiatement, et que de plus maintenant le prétexte de lutter contre Daesh n'existe plus, puisque Daesh est largement défait aussi bien en Syrie qu'en Irak. Donc en fait ça a été la déclaration russe, en fait la position russe aux Nations Unies, à l'ONU, la position syrienne aussi tous les jours exige quand même du Conseil de sécurité qu'il fasse pression
sur les Américains pour qu'ils respectent la charte de l'ONU, qu'ils respectent la souveraineté de la Syrie et qu'ils sortent de là, aussi bien eux que leurs bases militaires qui n'ont pas lieu d'exister en Syrie. D'ailleurs, puisqu'on est dans cet article ou dans cette situation, la Turquie aussi qui a envahi la Syrie, qui a quand même des forces militaires à Idlib, soi-disant sous prétexte de lutter contre Al-Nusra qui est à Idlib, alors que tout le monde sait que Al-Nusra a été activé, financé, entraîné, passé par les frontières turques, aussi par la Turquie. Donc la Turquie est essentiellement complice d'Al-Nusra et l'utilisateur principal ou le pourvoyeur principal du terrorisme d'Al-Nusra et de beaucoup d'autres factions de ce type qui sont à Idlib. Donc voilà. Tout ceci constitue des agressions contre la Syrie, mais je voudrais aussi ajouter les agressions répétées d'Israël pour protéger aussi, dans le sud de la Syrie, pour protéger les factions d'Al-Nusra, les terroristes d'Al-Nusra, à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Je dis Al-Nusra comme tous les autres terroristes dans le secteur. Donc ça, c'est effectivement un point important à souligner et ressouligner. À chaque fois qu'on en parle, il faut quand même voir ces agressions et il faut voir aussi que ces pays sont plutôt des soutiens aux terroristes et des soutiens, pas seulement des soutiens aux terroristes, mais qui toute leur façade de lutte contre le terrorisme, etc., est un mensonge total. Voilà. Dernier point que je voudrais souligner aussi, c'est que pendant toutes ces victoires de la Syrie contre le terrorisme, de la Syrie et de l'Irak d'ailleurs, contre le terrorisme, qui ont été effectuées par l'armée syrienne, par les forces alliées populaires, alors les forces alliées de Hezbollah, des forces populaires syriennes de défense, des amis iraniens aussi qui luttent à nos côtés, mais aussi de la Russie qui couvre l'avancée de l'armée syrienne. Tout ceci donc a permis effectivement des victoires éclatantes contre le terrorisme, mais l'écho en Occident, l'écho de ces victoires, il est plutôt se traduit par une campagne acharnée contre l'État syrien, contre les Syriens, contre tous et contre la Russie, contre l'Iran. Donc en fait, on voit bien qu'il y a on voit bien à travers ces réactions qui est réellement contre le terrorisme et qui est vraiment le soutien du terrorisme dans le monde aujourd'hui. Donc cette campagne qui en France d'ailleurs a été une campagne acharnée aussi contre le président Assad, contre l'armée syrienne, qui s'est traduite par la diffusion de films qui ont fait un grand pchit en fait, mais qui sont quand même qui ont été diffusés à la télé française. Un film soi-disant sur les viols qui sont commis par l'armée syrienne contre les filles, les femmes, un autre film qui a été contre le président Assad, etc. On parle des prisons, etc. Et aussi toute cette campagne acharnée qui a été aussi menée pour l'histoire du chimique, etc., ou de l'utilisation des armes chimiques à Khan Sheikhoun, et qui ont continué pendant des mois, alors que les preuves sont contraires, et puis ils n'ont jamais voulu qu'il y ait une commission d'enquête réelle qui aille faire des prélèvements sur le terrain et qui aille faire des analyses, etc. Tout ceci fait que
franchement, ça clarifie, je veux dire, ça clarifie complètement et aux yeux de tous quels sont ceux qui soutiennent ceux qui soutiennent le terrorisme et qui sont de connivence avec le terrorisme, et quels sont ceux qui luttent réellement contre le terrorisme et pour le bien des peuples. Donc là, les dés sont jetés, je peux dire, et les choses sont de plus en plus claires. Oui. Le monde occidental, de l'OTAN, les États-Unis, sont avec Israël et leurs alliés aussi saoudiens, etc., qui sont tous effectivement pour le terrorisme et qui utilisent les terroristes, et la Russie, l'Iran, la Syrie, l'Irak, etc., et leur Hezbollah, et qui luttent réellement contre le terrorisme. Donc là, c'est ce front de la résistance donc, qui s'est aguerri dans la guerre contre le terrorisme, est victorieux aujourd'hui et est prêt à continuer ses victoires. D'ailleurs, aujourd'hui, Essar, votre président, Bachar al-Assad, a dénoncé le soutien occidental derrière les terroristes. Hein, et les Russes ont confirmé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout ceci, je peux dire que c'est clair et on ne peut plus clair aujourd'hui. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Je voulais aborder un autre axe alors, mais je vous laisse poser la question. Mais justement, parce que vous vouliez faire référence à des commentaires sur la situation. On reviendra un petit peu d'ailleurs sur ce qui s'est passé à propos de Jérusalem, hein, mais également ce qui se passe encore au Yémen, hein, parce qu'il y a eu des bombardements récemment qui ont fait beaucoup de victimes. Hein, l'acharnement aérien saoudien est évident, hein, au Yémen. Hein. Alors, tous ces commentaires viennent du Cheikh Nasrallah, et je vous laisse en parler. Alors moi, en fait, à propos du Yémen, il y a quelque chose d'absolument dégoûtant, je peux dire, qui se passe dans le monde entier. Depuis 3 ans exactement, il y a des bombardements quotidiens qui se font contre la population civile, contre le Yémen, un pays qui n'a agressé personne, une destruction systématique de l'infrastructure du pays, un blocus systématique aussi de toutes les voies aériennes, navales et les voies aussi de la terre. Oui, donc, en fait, un blocus total de ce pays. Aujourd'hui, il y a des millions de Yéménites qui sont menacés de fléaux de santé, donc de tous les maux aujourd'hui, de choléra. Il y a tous les jours des dizaines d'enfants qui meurent, voire des centaines qui meurent de famine, de choléra, de maladies, de froid, puisque l'hiver approche et au Yémen, l'hiver est très dur, hein, et très rigoureux. D'un autre côté, la pollution des eaux, la destruction des maisons, c'est dans un silence total de tous les médias du monde qui n'ont rien vu et qui ne veulent rien voir et qui sont tous complices, hein, justement de ce massacre, hein, si je peux dire même qui relève du génocide, en fait, au niveau de la population du Yémen. Il y a eu, fort heureusement, seulement quelques organisations humanitaires qui ont levé enfin le doigt ou le drapeau de la défense des civils, mais le blocus continue, les bombardements continuent, les rapports avec l'Arabie saoudite continuent,
ce pays qui est soi-disant ami de la France. Oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Bah, de toute façon, déjà, la France... il y a un article d'ailleurs qui soulignait que la France était complice de ces crimes de guerre, puisque en fournissant de l'armement, en sachant pertinemment que cet armement allait être utilisé contre les civils au Yémen, d'une manière presque systématique, hein, là, la France ne peut pas ignorer cet aspect-là. Donc, en continuant de fournir des armes, elle s'expose à être poursuivie comme complice de crimes contre l'humanité. Hein. Complètement, mais en fait, c'est pas seulement en fournissant les armes, mais c'est aussi en taisant tous les crimes, en continuant à être ami avec l'Arabie Saoudite, avec le pays agresseur et criminel. Oui. Donc c'est aussi tout ceci, en fait, ils sont complices dans le crime et ils sont responsables du même crime, je peux dire. Donc voilà. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment très très important qu'on puisse ouvrir les yeux et agir réellement pour que cette agression cesse, cette agression contre le Yémen cesse, que le blocus cesse aussi, et qu'on arrête de tuer cette population et qu'on arrête et qu'on puisse sanctionner les coupables, hein, les criminels. Pas seulement il faut que ça s'arrête, il faut quand même des sanctions contre les criminels et les pays criminels. Et donc des sanctions contre l'Arabie Saoudite, contre Israël, et contre tous les pays dits de la coalition saoudienne qui participent au bombardement du Yémen. Tous ceux qui les soutiennent. Oui, pardon. Voilà. Oui, qui participent de la même manière à la tentative de destruction de la Syrie depuis 7 ans, hein, d'une manière peut-être différente, avec des implications variables, mais avec toujours les mêmes sponsors. On les retrouve d'une manière différente, mais quasi identique, dans l'agression contre la Libye en 2011. Hein, même s'il y a eu que quelques forces militaires qui y ont participé, on voit que en réalité l'implication de l'Arabie Saoudite, du Qatar essentiellement d'ailleurs, en Libye, est également fait partie des vecteurs de déstabilisation et de destruction des pays que j'ai cités, hein, donc la Syrie, la Libye, de même que le Yémen. Il y a toujours les mêmes acteurs derrière tout ça. Tout à fait. Alors, voilà, c'est vraiment désolant de voir qu'on est dans un monde où l'être humain est en train de laisser faire. De laisser faire des crimes aussi grotesques. De laisser faire dans la mesure où, je dirais, les citoyens du monde, sont en défaut d'information. Parce qu'on a une chape de plomb, au mieux une chape de plomb, au pire une vraie propagande qui vise à encourager, je dirais, le déclenchement d'une guerre à plus grande échelle. Ouais, absolument. Cela dit, si vous me permettez, Essar, il faut quand même, signaler que il n'y a pas qu'en Syrie qu'on ait des raisons de se réjouir de la disparition des terroristes, hein, qui agissent aussi d'ailleurs, et c'est ça, il y a toujours la même patte, la même façon d'opérer. On a également Daesh et réseaux terroristes au Yémen, hein, qui agissent, hein, aussi, hein, donc. Tout à fait. Et en Irak, les autorités, en particulier le Premier ministre, a déclaré que le pays était libéré des terroristes. Absolument. L'Irak, ça a été une grande victoire contre Daesh et contre le terrorisme. Je rappelle qu'Obama avait dit il fallait au moins 30 ans pour extorquer Daesh, pour extraire Daesh de la région. Bon.
Ça fait rire, mais ça voulait dire que en fait, Daesh était prévu pour rester 30 ans et que la lutte du peuple irakien, syrien ont fait que Daesh est exterminé en 3 ans. Voilà, le plan américain est tombé à l'eau, ce qui explique d'ailleurs en grande partie l'agressivité actuelle des Américains à l'est de l'Euphrate, avec cette recréation de factions militarisées terroristes à Al-Saqi, et puis les tentatives d'entrave au bombardement russe, comme aux tentatives peut-être de provoquer, c'est assez grave à dire, mais c'est assez grave dans la réalité, de provoquer des incidents aériens pour un affrontement plus direct, puisque là les Américains qui sont derrière la tentative de destruction de la Syrie ont échoué d'une manière lamentable en ayant utilisé des sommes colossales pour financer les terroristes et l'armement, etc. 174 milliards de dollars ont été dépensés pour la destruction de la Syrie, du dire même de Hamad Ben Jassim, le premier ministre qatari qui a annoncé ça sur CNN ou sur la BBC lorsque le Qatar a été accusé par les Saoudiens de soutien aux terroristes. Oui. Donc voilà, et qu'il disait clairement que ça a été aussi de connivence avec l'Arabie Saoudite.